Bien, bonjour à tous et à toutes et bienvenue virtuellement à l'Institut d'études européennes. Je suis Ramona Coman et j'ai le plaisir de présider cette webconférence intitulée « Évaluer l'accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada, acquis, problèmes et contexte international ». Cet accord économique et commercial global entre l'Union européenne et le Canada a fait l'objet de nombreux débats, notamment ici en Belgique. Il est entré en vigueur à titre provisoire le 21 septembre 2017. Il a été ratifié en 2017 par la Chambre des communes du Canada et par le Sénat. Dans l'Union européenne, cette entrée en vigueur provisoire de l'accord fait suite à son approbation par les États membres de l'Union européenne, exprimée au sein du Conseil et par le Parlement européen. Ce n'est que lorsque tous les États membres de l'Union européenne auront ratifié l'accord qu'il entrera pleinement et définitivement en vigueur. Alors, dans le cadre de cette webconférence, notre Institut d'études européennes, en partenariat avec l'ambassade du Canada, vous propose un débat entre des académiques européens et canadiens qui examineront cet accord dans ses aspects économiques, commerciaux et juridiques, avec un regard sur sa place dans le contexte du commerce mondial et du Covid-19, le contexte dans lequel nous organisons ce débat. J'ai aussi l'honneur d'ouvrir cette séance avec son Excellence, M. Olivier Nikolov, ambassadeur du Canada, que je tiens à remercier très chaleureusement pour sa présence à notre événement et surtout pour le soutien que l'ambassade a accordé à l'organisation de ce débat entre des académiques belges et européens. Monsieur l'ambassadeur, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Je suis très heureux de me joindre à vous aujourd'hui pour cette rencontre qui est vraiment inédite. Je pense que vous le mentionniez tout à l'heure, entre experts universitaires des deux côtés de l'Atlantique. Je suis arrivé ici en Belgique il y a 4 ans de cela et quelques jours après mon arrivée, quelques 10 000 personnes manifestaient dans les rues de Bruxelles contre le CETA et le TTIP. J'ai pris une photo d'ailleurs de ces 10 000 manifestants que j'ai renvoyé à Ottawa en leur disant « Voilà mon comité d'accueil ». Le débat a eu lieu donc ici. La Belgique a été retardée un peu dans sa signature en raison du débat qui se poursuivait en Wallonie surtout. Mais une solution a été trouvée. La Belgique a pu signer et le Premier ministre Trudeau est venu pour signer cet accord qui est effectivement très important pour nous. Lors de son discours devant le Parlement européen à ce moment-là, M. Trudeau a mentionné a réagi en fait aux questions qui avaient été soulevées ici et il a dit que les questions soulevées ici en Belgique et ailleurs en Europe sur cet accord commercial sont importantes et légitimes. Et pour moi, ce débat que vous tenez aussi aujourd'hui s'inscrit dans cette logique d'avoir justement, de réfléchir ensemble sur des problèmes qui nous interpellent des deux côtés de l'Atlantique. Le CETA, comme il est plus connu ici en Belgique, il est très important pour le Canada, non seulement pour ce qu'il apporte, ce qu'il permet aux compagnies de faire, mais aussi parce qu'il renforce une vision du monde qui est gouvernée par des règles, un commerce inclusif, qui d'ailleurs nous rapproche, nous, le Canada et l'Europe, et qui établit, on l'oublie souvent, des standards élevés pour encadrer et guider le commerce international. Je sais que la globalisation n'aura pas très bonne presse dans les semaines et les mois à venir. Pourtant, la crise sanitaire que nous connaissons est aussi, on le voit de plus en plus, une crise économique très sérieuse et ce pourrait être également une crise sociale. Or, nous aurons besoin de tels accords, spécialement de partenaires qui partagent les mêmes valeurs, pour dynamiser nos échanges, car le commerce sera un élément essentiel de la reprise économique. Et je voudrais mentionner un petit point, je ne sais plus si c'est hier ou avant-hier, mais l'agence AWEX, l'agence wallonne pour les exportations, rendait compte, faisait son bilan pour l'année 2019 et soulignait la progression spectaculaire des exportations de la Wallonie vers l'Amérique du Nord et spécialement vers le Canada, une augmentation de 55,4%. Et ce qui est, je trouve, le plus important là-dedans, c'est que le CETA, et c'est dans ce sens-là qu'il a été pour nous pensé, c'est qu'il permet en particulier aux petites et aux moyennes entreprises de se développer à l'international. C'est un accord qui témoigne d'une confiance mutuelle et d'une communauté de valeurs avec nos partenaires européens.
Le débat est essentiel, bien sûr. Les questions, M. Trudeau l'a dit, sont légitimes et importantes, mais pour être constructif, ce débat doit être basé sur des faits. Et je ne vous apprends rien, évidemment. Le CETA a souvent fait les frais de crainte injustifiées et de généralisation trompeuse, voire même à l'occasion de ces fausses nouvelles qui gangrènent tellement nos perceptions du monde aujourd'hui. Une chose qui m'a beaucoup frappé quand je suis arrivé il y a 4 ans, c'est l'amalgame qui était fait justement entre le CETA et le TTIP. Le CETA était connu depuis au moins 1 année ou 2 ans, le texte était public, le TTIP était en cours de négociation, enfin la négociation avait commencé seulement entre l'Union européenne et les États-Unis, donc on ne savait pas ce qu'il y allait avoir dedans. Mais cet amalgame, évidemment, permettait de présenter une image trompeuse et très menaçante du CETA. Donc c'est pourquoi nous remercions et nous félicitons l'Institut des études européennes de son leadership dans l'organisation de cette rencontre aujourd'hui. Plus que jamais, nos experts du monde académique ont un rôle à jouer pour éclairer ces phénomènes et alimenter un débat dont on a vraiment besoin. Vous pouvez compter sur l'appui de l'ambassade pour appuyer de tels échanges et n'ayez aucune crainte, s'il vous plaît, de nous bousculer, de remettre en question certaines de nos certitudes, convictions. Ça fait partie du débat et c'est important. Merci beaucoup et je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous entendre cet après-midi. Merci beaucoup, Monsieur l'ambassadeur. Effectivement, l'objectif est de réfléchir ensemble, de clarifier les termes de ces débats nombreux. Et donc, dans le cadre de cette webconférence, 3 panels d'environ 30 minutes sont proposés, suivis chacun d'une courte session de questions-réponses avec notre public qui nous suit à distance, une trentaine de participants qui sont nous, une vingtaine de participants qui sont avec nous et donc qui vont suivre et nous espérons aussi participer à nos discussions pendant 1h30, le temps qui sera consacré à cette webconférence. Et donc, nous allons procéder en 3 temps. Dans un premier temps, nous allons nous pencher sur les aspects économiques. Donc, le premier panel sera consacré à la dimension économique et commerciale du CETA et à sa mise en œuvre. Le deuxième panel portera sur la dimension juridique du CETA, progrès et questions ouvertes. Et le troisième et dernier panel sera consacré au traité, à l'accord dans le contexte de la crise du commerce mondial et à la recherche de nouvelles voies. Alors, je voudrais remercier Monsieur l'ambassadeur Nikolov qui nous a invités à présenter des faits et à débattre d'un certain nombre de choses. C'est ce que je vais faire dans les 5-7 minutes qui me sont imparties. Le CETA, il a, comme tous les accords commerciaux, en tout cas les accords commerciaux modernes, il a trois dimensions. Une dimension libéralisation, accès au marché, une dimension règles commerciale, très très importante certainement, et une dimension règlement des différends. Moi, ce que je ferai dans cette présentation, c'est me concentrer sur le premier. Sur la première de ces 3 dimensions, celle de la libéralisation de l'accès au marché. Et la raison pour laquelle je vais le faire, c'est que je vais me concentrer dans cette présentation sur les questions purement bilatérales. Bien sûr, et cela a été dit en introduction, bien sûr que le CETA, il a une valeur qui va bien au-delà du commerce entre l'Union européenne et le Canada, surtout dans les temps actuels, pas seulement du Covid, mais dans les temps difficiles en termes du multilatéralisme. Donc, bien sûr que la question des règles commerciales et la question des règlements des différends, qui seront d'ailleurs traités par mes 2 collègues, Mario Tello et Marianne Denis, bien sûr qui sont très importants, mais comme je l'ai dit, je vais me focaliser sur la question bilatérale et sur la question commerce et flux de commerce, libéralisation. Alors, le premier point à faire pour ma présentation, c'est quand même de rappeler qu'en termes économiques, lorsqu'on regarde le commerce bilatéral entre 2 partenaires, il y a 3 principaux déterminants. La taille respective des 2 partenaires, la distance géographique entre les 2 partenaires et toutes les autres barrières aux échanges. Bien sûr que le CETA ne va pas changer la taille ni de l'Union européenne ni du Canada de manière fondamentale. Bien sûr, ne va pas changer la distance
qui existe entre nous deux. Ce qu'il va changer, c'est au niveau des barrières aux échanges. Et c'est là, bien sûr, que je vais concentrer ma discussion. Alors, ce qui me frappe, moi, en termes de faits, c'est de voir que, étant donné la taille, étant donné la distance géographique entre nous deux, moi, ce que je vois, c'est que le commerce bilatéral Union européenne et Canada, il est relativement modeste, en fait, en comparaison avec le commerce de l'Union européenne avec d'autres partenaires de taille et à une distance géographique similaire. Et c'est ce que je montre dans le tableau suivant, qui simplement reprend pour le commerce des biens, c'est la somme des importations et des exportations, donc c'est le commerce total, import plus export, entre l'Union européenne, l'Union européenne à 27, même si ce sont les chiffres de 2019, et ses 12 principaux partenaires. Et ce que l'on constate là, c'est que le Canada est en fait le 12e de ces 12 principaux partenaires. Et vous voyez dans la colonne qui indique part du commerce de l'Union 27, donc c'est le commerce total, je répète, import plus export, le Canada représente 1,5% des échanges de biens de l'Union européenne. Alors, est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup, 1,5%? Ben, pour pouvoir le juger, la manière la plus simple, c'est de regarder les chiffres dans la troisième colonne, qui est la part du PIB mondial de chacun des partenaires de l'Union européenne. Et là, on voit que la part du Canada dans le PIB mondial hors Union européenne à 27 est de 2,6%. Donc, le Canada a une part des échanges avec l'Union européenne qui est moindre que sa part dans le PIB mondial. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'il fait à peu près la même chose en termes de commerce avec l'Union européenne que le Mexique, alors que le Mexique est plus petit. Elle est à la même distance géographique que le Canada, mais est plus petit en termes de PIB. Et si on prend un pays un peu plus haut, là, en 9e position, qui est la Corée du Sud, on voit que la Corée du Sud, elle fait 2,2% du commerce de l'Union européenne, import-export sur les biens, alors qu'elle a une part dans le PIB mondial qui est un petit peu en dessous de celle du Canada avec 2,4% du PIB mondial. Donc, ce que ces chiffres indiquent, c'est que oui, bien sûr, le Canada a aujourd'hui une zone de libre-échange, FTA, avec l'Union européenne, comme c'est le cas du Mexique, comme c'est le cas de la Corée du Sud et bien sûr comme c'est le cas de beaucoup d'autres partenaires de l'Union européenne. Mais jusqu'à présent, et c'est 2019 bien sûr, on est au début de la mise en œuvre du CETA, jusqu'à présent, clairement, le Canada est un petit peu en dessous de ce qu'un modèle économique très simple basé sur la taille et sur la distance pourrait faire penser. Alors, les mesures du CETA, oui, le CETA, c'est précisément une élimination d'un certain nombre de barrières, élimination des barrières tarifaires, presque sur tous les produits, et réduction de toute une série de barrières réglementaires. Et ici, je parle à la fois barrières réglementaires sur les biens et sur les services. Alors, on peut s'attendre effectivement à ce que cette élimination des barrières conduise à une augmentation des échanges et bien sûr avec les effets positifs et négatifs sur la production au Canada et dans l'Union européenne et certainement des effets positifs sur la consommation. Mais je pense que ce qu'il faut quand même aussi rappeler, si on se place maintenant du point de vue de l'Union européenne, et même si le Canada est un partenaire important, il n'est qu'un des partenaires importants et il n'est qu'un des partenaires, on va dire, privilégiés dans le sens où nous avons une zone de libre-échange, un accord de libre-échange
entre nous. On voit que si je regarde les accords qui ont été notifiés à l'OMC, à la fois les accords sur le commerce des biens ou les accords sur le commerce des services, l'Union européenne, on le sait bien, elle a des accords avec de très nombreux partenaires. L'Union européenne a 41 accords préférentiels avec ses différents partenaires, 41 accords pour les biens, 19 accords pour le commerce des services. Le Canada, qui a aussi de plus en plus d'accords préférentiels avec ses partenaires, en a malgré tout moins. Donc on voit bien que pour l'Union européenne, oui, le Canada est un partenaire, je l'ai dit le 12e, pour moi encore un partenaire relativement modeste, eu égard à sa taille, mais il est un des partenaires de l'Union européenne, un de ses nombreux partenaires privilégiés. Ce qui m'a frappé, et je reprends ici une enquête qui a été réalisée auprès de plusieurs centaines de chefs d'entreprise français, on parle ici de 607 chefs d'entreprise français, une enquête qui date d'il y a un an, de juillet 2019, à qui on leur a demandé quelle est leur opinion sur deux traités de libre-échange, l'un qui est le CETA et l'autre qui est le traité avec le Mercosur. Je ne vais rien dire sur le Mercosur, mais je vais me concentrer sur le Canada. Et vous voyez là trois couleurs, le bleu, le noir et le gris. Le bleu, c'est la part de ces chefs d'entreprise qui ont indiqué que l'accord avec le CETA représente une opportunité d'accéder à de nouveaux marchés pour eux. 27% en noir là, qui voient plutôt une inquiétude, un risque de concurrence, disons appelé ça, de concurrence déloyale. Mais le plus important, à mon sens, c'est la partie en grise, de voir que des chefs d'entreprise français à qui on pourrait s'attendre que leur connaissance du Canada et du CETA soit bonne, 56% indiquent qu'ils n'ont pas suffisamment de connaissances du CETA pour pouvoir se prononcer sur le fait de savoir si c'est une opportunité ou au contraire un risque de concurrence déloyale. Et je vous présente ma slide suivante, l'avant-dernière, qui alors rentre un petit peu plus dans le détail. Parmi les chefs d'entreprise qui ont répondu, c'est 17% qui ont répondu que le CETA est une opportunité. On voit un petit peu dans quel secteur il se situe. Et on voit qu'en fait, dans aucun secteur, dans aucun des grands secteurs, il y a plus de 20 à 21% des entreprises qui le voient comme une opportunité. Et la majorité reste des personnes qui n'ont pas suffisamment de connaissances. Et on voit aussi que, contrairement à ce qu'on aimerait penser et ce qu'on certainement politiquement sur la question des petites entreprises et des grandes entreprises, on n'est pas surpris de voir que ce sont les plus grandes entreprises qui ont une meilleure connaissance et il y a un point de vue meilleur, qui voient le CETA comme une opportunité. C'est plutôt les plus grandes entreprises que les plus petites, c'est bien sûr typique. Donc voilà ma conclusion basée sur ces quelques faits modestes, c'est de dire que le commerce bilatéral entre l'Union européenne et le Canada reste modeste. Ce qui veut dire aussi que le CETA est une opportunité, bien sûr, de changer cette situation. Il est sans doute trop tôt pour pouvoir juger quelle sera l'augmentation de commerce qui va résulter et l'augmentation de la part des échanges du Canada avec l'Union européenne qui va résulter. Mais mon sentiment, c'est qu'il reste encore beaucoup à faire. Il ne faut pas se leurrer. Du point de vue de l'Union européenne, le Canada est un parmi de très nombreux partenaires. À nouveau, un partenaire certainement sympathique et important, effectivement, avec lequel nous avons beaucoup de valeurs en commun, mais ce n'est qu'un de nos nombreux partenaires. Et c'est vrai, et c'était surprenant pour moi de voir qu'il est encore mal connu de la part d'opérateurs économiques. Et les chiffres que je vous ai donnés concernaient des opérateurs économiques en France. On peut imaginer que dans d'autres pays de l'Union européenne, la connaissance soit encore moindre. Voilà, je vais m'arrêter ici. Je vous remercie. Merci beaucoup.
Professeur Sapir, nous passons de Bruxelles à Montréal pour un regard économique d'un point de vue canadien avec le professeur Christian Debloc. Écoutez, d'abord, merci à l'Institut d'études européennes et merci également à l'ambassade du Canada de nous donner l'opportunité finalement de pouvoir échanger sur une base, je dirais, même à distance, en tout cas d'échanger des points de vue. On avait déjà fait la même chose il y a quelques années. Monsieur l'ambassadeur parlait finalement quand il est arrivé à Bruxelles, des problèmes qu'il a rencontrés, les oppositions qui étaient dans la rue, etc. À l'époque, on était au début des négociations et effectivement, on s'est retrouvé finalement avec le même problème, la confusion générale et je le dirais aussi souvent un discours tout à fait faux, d'amalgame, etc. Et je pense que c'est important de rappeler et de rectifier les faits. Alors moi, je vais m'orienter vers ce que j'appelle les dimensions novatrices de l'accord, mais plus particulièrement sur un aspect finalement de ce qui me paraît peut-être le plus important de l'AECG, comme on l'appelle ici, ou CETA, c'est la dimension réglementaire. Je rappellerai brièvement, et je pense que ça a été évoqué, le Canada avait, dans le fond, à l'époque, beaucoup de raisons de négocier un accord avec l'Union européenne. Il faut quand même rappeler certains points importants, et mon collègue Sapir l'a mentionné tout à l'heure. Le Canada reste quand même un joueur, je dirais pas secondaire, mais quand même un joueur de peu d'importance pour l'Europe, mais on peut dire la même chose également du côté canadien. Vous évoquez tantôt la méconnaissance des hommes d'affaires du Canada, mais je pense que les mêmes résultats apparaîtraient du côté canadien pour beaucoup d'entreprises canadiennes. Le marché naturel, c'est les États-Unis et l'Europe, c'est compliqué, c'est loin, etc. Donc là, effectivement, il y a beaucoup de travail et beaucoup de chemin à faire pour réussir à nous rapprocher. Le Canada, évidemment, c'est un pays qui est un pays très commerçant puisque le tiers de son PIB est exporté et apporté. C'est un investisseur net. C'est également aussi dans les discussions qu'on avait à l'époque pour le raison de négocier, le fait que les États-Unis étaient pivotés vers le Pacifique et ça posait quand même quelques problèmes, surtout pour le Québec, dans la mesure où notre principal partenaire se tournait vers l'Asie et risquait de délaisser le Canada et l'Europe. Un autre élément aussi important, c'est la diversification des échanges. J'ai mis ici un graphique qui illustre très bien ça. Le Canada, en termes de classement, si on prend l'indice de diversification des échanges, est quasiment, je dirais pas au dernier rang, parce qu'il y a encore des pays qui sont derrière nous. Il y a le Mexique, il y a Koweït, il y a les Bermudes, mais quand même, le Canada est très bas en termes de diversification. Pour vous dire quand même à quel point le marché, je dirais, américain pèse sur nos relations. Mais il y avait encore, je dirais, deux autres raisons, mis à part la volonté de diversifier nos échanges. C'était également d'ouvrir les négociations dans des nouvelles directions. Les accords... Professeur, désolé, je vous interromps une seconde. Est-ce que vous pouvez passer les slides? Vous pouvez nous montrer le troisième graphique en grand, s'il vous plaît? Désolé de vous interrompre. Et un diaporama, Là, vous l'avez? Nous avons la première page, la première slide, pas le graphique que vous avez évoqué. Alors là, je ne comprends pas. Alors. Il faudrait avancer le PowerPoint et le mettre en diaporama. Comme ça, Écoutez, je l'avance, mais j'ai un problème. Hein. Là, voilà. Oui, très bien, voilà. C'est parfait. Voilà. Parfait. Et là, vous l'avez? Rappelle les raisons de négocier, oui. Voilà. Il y a eu, excusez-moi pour ce problème technique. Donc, il y avait quand même une volonté très claire, je dirais, d'ouvrir les négociations dans des nouvelles directions que simplement diminuer les tarifs. Bon, il y avait également aussi, je pense, un point, c'était de dépasser le dialogue qui avait existé entre le Canada et l'Union européenne sur la coopération réglementaire et dont tout le monde disait qu'il n'avait pas apporté grand-chose. Donc, il y avait vraiment cette idée d'aller dans du neuf, et dans le neuf, en quelque sorte, une dimension pour moi qui est fondamentale, c'est justement cette coopération réglementaire. Alors,
Je vais passer la slide suivante sur la part du Canada, la part de l'Europe dans le Canada. Ça va dans le même sens que disait notre collègue, mais encore qu'on voit les choses un peu bouger, j'aurais tendance à dire, ces derniers temps. Pour passer, je dirais, à la dimension qui me paraît vraiment centrale. Pour moi, l'AECG est un accord de troisième génération, comme on l'appelle, qui introduit beaucoup d'innovations, et mes collègues, notamment Richard Ouellet, va revenir là-dessus, mais c'est pour moi un accord, dans le fond, qui ouvre le premier accord, d'une façon, quoi qu'on en dise, qui a ouvert la direction vers l'interconnexion. On ne peut plus raisonner aujourd'hui en termes d'accords d'intégration. Il y en a encore. L'Europe est un accord d'intégration. l'ALENA, version 1, version 2, c'est un accord d'intégration. Mais de plus en plus, aujourd'hui, dans un contexte qui est marqué par les chaînes de valeur mondiales, par l'interconnexion numérique, on va plutôt vers de l'interconnexion. Et ça veut dire quoi, l'interconnexion? Ça veut dire deux choses essentiellement. Ça veut dire interrelier des espaces économiques qui sont souvent différents, notamment au niveau réglementaire, et surtout mettre en interopérabilité des systèmes réglementaires très différents. C'est exactement les problèmes qui se posent à l'heure actuelle, notamment dans l'économie numérique. Comment mettre en place des systèmes qui soient interopérables? Et c'est ça, dans le fond, ce qui me paraît être la dimension la plus importante dans l'AECG aujourd'hui. C'est peut-être le premier accord ou un des premiers accords qui insiste justement sur cette idée d'interconnexion. Et ça m'amène, je dirais, au cœur du sujet, c'est-à-dire cette coopération réglementaire qui constitue aujourd'hui, je dirais, l'aspect le plus fondamental des accords. Parce que dans les négociations actuelles en matière de coopération, tout ce qu'on veut, c'est la coopération réglementaire qui occupe la part la plus importante. Alors, je sais que le temps file, je ne vais pas insister là-dessus, mais pour la plupart des hommes d'affaires, pour la plupart des entreprises, les réglementations sont devenues, je dirais, un véritable obstacle. Et c'est d'autant plus important, cet obstacle-là, quand on raisonne avec des chaînes de valeur, quand on parle de commerce électronique, toutes sortes de sujets, finalement, où les pratiques établies peuvent, justement, je dirais, vraiment bloquer les échanges. Alors, dans ce sens-là, il me reste peu de temps, j'ai ma sonnette qui sonne. J'ai voulu faire une comparaison, justement. Et je pense que c'est peut-être l'aspect, pour moi, fondamental de ma communication. C'est que j'ai voulu faire une comparaison de 3 accords. L'AECG, l'ALENA, la CEUM, comme on l'appelle, des versions différentes, et le partenariat transpacifique. Et là, je dirais, on a 3 approches qui sont vraiment, vraiment différentes de ce que l'on entend par coopération réglementaire, avec un problème qui peut se poser pour le Canada. Comment va-t-on gérer 3 accords aussi différents? Mais bon, ça, c'est un problème, je dirais, technique. Mais simplement, je dirais, au niveau des chapitres et des objectifs. Si vous regardez les chapitres, les têtes de chapitres, pour l'AECG, on parle vraiment de coopération en matière de réglementation. Dans la CEUM, on parle de bonnes pratiques de réglementation. Dans le partenariat transpacifique, on parle de cohérence. C'est pas la même chose du tout, là. Et on le voit bien dans les principes, parce que dans les principes, dans le forum, dans le cadre de l'AECG, on place dans les objectifs et les principes des objectifs des choix collectifs. Protéger la vie, la santé, la sécurité, instaurer la confiance, approfondir la compréhension mutuelle. Et ce n'est qu'au 3e et au 4e rang qu'on voit apparaître la facilitation du commerce et la contribution à l'amélioration de la compétitivité. Donc, dans l'ordre des priorités, on voit où sont les priorités dans l'AECG. Alors qu'au contraire, dans la CEUM, c'est clair, il s'agit de faciliter le commerce. Et si on peut le faire aussi, d'améliorer nos choix collectifs et nos politiques publiques. Et dans le PTP, écoutez, disons-le tel quel, on est encore très loin. Tout ce qu'on veut d'abord établir, c'est un minimum de rationalité, de cohérence, en quelque sorte, au niveau, je dirais, des pratiques réglementaires. Alors, on voit quand même une approche tout à fait différente et qui se confirme d'ailleurs sur le plan institutionnel. On met en place un forum dans le cadre de l'AECG, qui va impliquer toutes sortes d'acteurs, des entreprises, mais également aussi des acteurs assez civils, alors que dans la CEUM, dans le fond, on fait simplement
poursuivre, dans le fond, le modèle de la coopération bilatérale qui est déjà bien établi entre les États-Unis et le Canada, et on met l'accent sur les bonnes pratiques. Quelles sont les meilleures pratiques en matière de réglementation? Et à ce niveau-là, je dirais, on va simplement essayer de rendre les systèmes plus harmonieux les uns avec les autres. Et dans le cas du TPP, ben, on est plutôt simplement, je dirais, en termes d'échange d'informations. Et je voudrais insister sur un dernier point dans cette comparaison des accords. Aussi bien dans la CECG que dans le TPP, il n'y a pas de recours au mécanisme de règlement des différends. Dans le cas de la SCO, ben là, c'est un discours un peu, je dirais, très, très confus, mais qui veut quand même dire ce qu'il veut dire. Et je me permettrai de lire finalement ce qui est dit dans ce propos. Reconnaissant qu'il est souvent possible de trouver une solution mutuellement satisfaisante sans avoir recours au règlement des différends, une partie exerce son discernement pour déterminer s'il serait utile de recourir au règlement des différends. Donc, on va utiliser notre raison, mais on peut le faire quand même, et notamment s'il y a une action soutenue ou répétée de la part d'un des partenaires. Alors, je conclus, si vous me permettez, Madame la Présidente, sur 3 points. D'abord, il faut quand même avoir à l'esprit qu'on a une perspective beaucoup plus ouverte en termes de coopération dans le cadre de l'accord du CETA que dans le cadre de l'ALENA. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose aussi qui me paraît importante également souligner, c'est que l'ALENA, on l'a souvent dit, c'était un accord modèle de 2e génération. On a parlé d'intégration en profondeur, de deep integration. Mais là, avec le modèle de coopération réglementaire axé sur les bonnes pratiques et la rationalisation des processus réglementaires, on s'en va vers une autre étape de cette intégration en profondeur. C'est-à-dire que là, on va mettre en place vraiment un espace, en quelque sorte, un peu ce que les Européens sont en train de faire ou ont quasiment déjà réalisé, un espace qui est non seulement intégré sur le plan économique en termes de commerce, d'investissement, mais également aussi intégré sur le plan, je dirais, réglementaire. Et enfin, un dernier point, et là, c'est peut-être surtout un questionnement, comme l'avait fait mon collègue Sapir tout à l'heure. Il y a des perspectives qui sont ouvertes, mais en même temps, on peut se demander la chose suivante. Les négociateurs, comme les hommes d'affaires, sont roués aux pratiques nord-américaines. Et donc, si la coopération réglementaire s'oriente davantage et de plus en plus en profondeur en Amérique du Nord sur, au fond, cette harmonisation réglementaire, on peut se demander, finalement, si, dans les négociations avec l'Europe, premièrement, si la motivation va être là, sachant que c'est compliqué, sachant finalement que peut-être c'est peut-être pas si important que ça, mais surtout, au fond, c'est qu'on peut se demander si, d'une certaine façon, ce qu'on avait voulu faire en intégrant finalement la coopération réglementaire dans un accord de libre-échange, un partenariat de libre-échange, ça ne sera pas dans le fond une nouvelle source de désillusion pour les deux parties. C'est-à-dire que dans le fond, on va se retrouver finalement dans une espèce de discours, une espèce d'approche, on va chercher à comprendre, on est d'accord, mais en fin de compte, on va dans le fond avoir énormément du mal à se mettre en harmonie, à moins de reconnaître mutuellement ce qui est déjà en marche d'ailleurs, et c'est important, mais on aura beaucoup de mal, dans le fond, à mettre en harmonie des systèmes qui sont quand même différents, et d'autant plus que nous sommes habitués, ou nous serons de plus en plus habitués à avoir des systèmes réglementaires, je dirais, de type nord-américain, c'est-à-dire de type États-Unis. Merci. Merci beaucoup, professeur Sapir et De Blok, pour ces éléments qui apportent des éclairages sur les aspects économiques de l'accord. Nous avons prévu un petit moment pour les questions-réponses et donc la règle est de lever la main. Je vois le professeur Sapir qui lève la main. Je suppose pour prendre la parole. Donc, nous avons prévu un petit moment pour prendre une ou l'autre question du public qui nous suit à distance, des collègues académiques, des universités canadiennes, mais aussi des étudiants. La session questions-réponses est ouverte. Et je passe la parole à celui qui va lever la main. Donc, André Sapir, vous avez activez votre micro, s'il vous plaît. Le son. Est-ce que vous m'entendez? Oui, parfaitement. Je voudrais rebondir sur le tout dernier point qu'a fait Christian De Blok, sur la question de la désillusion potentielle. Moi, je suis un réaliste. Et ma crainte, et je pense qu'on va l'entendre dans les panels qui vont suivre, ma crainte, c'est que
il y a une asymétrie entre l'Union européenne et le Canada, qui est non seulement la taille, bien sûr que l'Union européenne est beaucoup plus grande que le Canada, mais lié à cette taille, il y a une attente qui est différente. Pour les raisons que Christian de Bloch a très bien indiquées. Il a très bien fait l'histoire des relations du Canada avec ses différents partenaires, et en particulier avec les États-Unis, et l'importance pour le Canada de se diversifier, bien sûr. La situation n'est pas du tout la même pour l'Union européenne. Et donc, je pense que nous rentrons, Union européenne, je ne parle pas les officiels, je parle en général des deux côtés de l'Atlantique, que ce soit les opérateurs ou que ce soit les politiques, nous rentrons, je pense, avec des attentes qui sont très, très différentes. Et du côté européen, l'attente est une attente plus traditionnelle sur le plan bilatéral. Ce qui est important pour l'Union européenne, à mon sens, avec le Canada, c'est comment ensemble nous nous positionnons vis-à-vis de pays tiers, y compris sur le système multilatéral, qui est aujourd'hui en grand danger. Et c'est vrai que nous, Union européenne et Canada, nous partageons beaucoup de valeurs et qu'ensemble, nous voulons peser d'un certain poids pour que ces valeurs communes soient reflétées par les règles au niveau multilatéral. Mais en ce qui concerne les échanges bilatéraux, je pense qu'il ne faut pas aller dans la direction d'un désillusionnement potentiel parce que l'attente aura été trop haute. Je crois qu'il faut être réaliste sur ce que le CETA peut faire et ne peut pas faire. C'est tout ce que je veux dire. Merci beaucoup. Christian de Bloch, vous souhaitez réagir? Oui, ben, je suis tout à fait d'accord et moi aussi je suis un réaliste. Et d'ailleurs, en fait, vous savez, quand on regarde un peu le contenu des négociations, on va pas se cacher. L'asymétrie, elle est vraie Canada-Europe, mais également Canada-États-Unis surtout. Et quand on regarde justement les deux chapitres, ben, disons que le chapitre sur la coopération réglementaire dans le ECG, on a l'impression qu'il a été écrit à Bruxelles. Hein? Alors que le chapitre sur les bonnes pratiques, on a l'impression qu'il a été écrit dans la CEOM à Washington. Donc, il y a ces réalités qui sont là avec lesquelles le Canada doit composer. Et puis, ma foi, je dirais, on a toujours cherché à composer avec ça. Mais en même temps, je pense que quand on a ouvert les négociations, et vous avez soulevé quand même un point important, professeur Sapir, c'est que on s'est illusionné. Le Canada a tendance, je dirais, à s'emballer et à voir les choses peut-être plus grandes qu'elles peuvent l'être. Donc, quand on a ouvert les négociations avec l'Europe, on voyait effectivement des liens se développer. Bon, mais en même temps, je pense que vous avez ramené les choses à la réalité avec votre sondage. Et encore une fois, le sondage montre clairement c'est pas un marché qui va, je dirais, se développer de manière importante. Mais en même temps, je vous dirais, et je conclurai là-dessus, ça serait peut-être l'occasion, ce forum de coopération réglementaire, c'est l'occasion, dans le fond, de discuter de choses extrêmement importantes, notamment des choix et des priorités. Et ça, pour moi, c'est un point fondamental. Quand on met en avant les choix collectifs avant le commerce et l'investissement, on établit là nos priorités. Et j'aimerais que du côté canadien, si vous me permettez, on aille aussi dans cette direction-là. Pas simplement, vous savez comment on est économiste. Quand on dit une maximisation sous contrainte, ben, c'est pas la même chose que d'avoir des priorités qui sont clairement établies. Là, on va, dans le fond, essayer d'ouvrir le plus possible le marché, mais sous contrainte de respecter les choix collectifs. Ben, vous savez comme moi ce que ça veut dire dans la réalité. On va essayer de faire du mieux qu'on peut, mais disons, on va s'en rester là. Donc, je pense que je partage votre point de vue sur cette idée d'une occasion qui est peut-être là, surtout dans un contexte actuel où il y a une remise profonde en question des institutions multilatérales, de tout l'ordre libéral qui a été mis en place après-guerre. Il y a, je dirais, une occasion, je dirais, à saisir pour rapprocher, dans le fond, et ça a été dit, nos valeurs, nos objectifs, nos priorités, et dans le fond, vraiment d'établir un pont sur l'Atlantique, ce qu'on a cherché à faire, mais on a toujours du mal à le faire. Et en même temps, il y a ce réalisme, il y a le poids des États-Unis qui est là, mais en même temps, rappelez-vous quand même une chose, même si le poids des États-Unis est extrêmement important, regardez les importations,
la Chine a réussi à se trouver une place, à détourner une part non négligeable du commerce. Donc, il y a toujours des possibilités de sortir de l'effet de gravité et même de l'effet d'asymétrie. Voilà.